l'eau est source de vie, elle possède également une vertu très importante, celle de fournir de l'énergie. Le barrage de Petit Saut produit actuellement entre 60 et 70% de toute l'énergie de la Guyane. Comment fonctionne un tel édifice? Va-t-il suffire aux besoins énergétiques du pays? Les réponses tout de suite dans Regard de Guyane. Bonsoir et bienvenue dans Regard de Guyane. Ce soir, nous revenons sur le barrage de Petit Saut. La semaine dernière, nous avions parlé des impacts d'un tel édifice sur l'environnement et des programmes mis en œuvre avant l'ennoiement. Dans le reportage que vous allez voir, nous allons découvrir le nouveau visage du Sinnamary et nous allons pénétrer au cœur du barrage pour voir comment il fonctionne et comment il répond aux besoins de la Guyane. Après 20 ans de production de kilowatts sur le réseau guyanais, nous allons parler des futurs besoins du pays à l'heure où se pose la question de la transition énergétique en Guyane. Tout de suite ce reportage, on se retrouve juste après avec notre invité. Construit en 1989 et achevé 5 ans plus tard, le barrage de Petit Saut est le premier ouvrage réalisé par EDF en zone équatoriale. C'est un édifice colossal qui permet la retenue d'environ 3,5 milliards de mètres cubes d'eau. C'est la plus grande retenue de France. Depuis les années 80, les besoins énergétiques de la Guyane ont augmenté d'environ 10%. Le Centre spatial guyanais est à l'origine de ce développement économique. Compte tenu de la demande et la forte demande, le centre spatial avait réussi ses tirs, avait pensé un plan d'aménagement, il y avait que Ariane 5 arrivait, donc tout était prêt à partir de cette forte demande. Les centrales thermiques de Dégrade-des-Cannes et de Kourou ne suffisent plus à alimenter le département. La construction du barrage de Petit Saut va donc permettre de produire entre 60 et 70% de toute l'énergie en Guyane. Les réseaux de transport d'énergie est très long. Il fallait aller emmener l'électricité à Cacao, il fallait amener l'électricité à Saint-Laurent-du-Maroni et il fallait arrêter ces centrales qui nous coûtaient très cher parce que chaque commune avait une petite centrale. Kourou avait sa centrale. Donc toutes ces énergies perdues devaient être récupérées par le barrage de Petit Saut. Le barrage, c'est 28 personnes à temps plein qui œuvrent au bon fonctionnement du site, tant au niveau administratif que technique. Alors EDF Guyane exploite le barrage de Petit Saut depuis plus de 20 ans et les missions principales de l'exploitant, donc des équipes qui opèrent sur le site de Petit Saut, se décrivent sur 3 axes principaux. Le premier est de garantir, comme tout industriel qui se respecte, la sécurité des biens et des personnes aux alentours du site. Le deuxième, c'est le respect de nos engagements environnementaux au travers des programmes qualité d'eau et biodiversité. Et le troisième, bien entendu, nous sommes sur un barrage hydroélectrique, donc qui est la finalité de l'ouvrage, c'est de produire de l'énergie. Si le premier point concerne la sécurité des biens et des personnes, elle passe bien évidemment par la sécurité de l'édifice. Régulièrement, des équipes inspectent le barrage afin de contrôler des éléments très importants et c'est à 15 mètres de la surface que s'effectue ce travail. Donc ici, on se trouve à l'intérieur du barrage. Donc c'est une galerie qui traverse le barrage de part en part. Tous les 15 jours, on a 2 agents qui sont programmés pour venir effectuer des mesures. Donc ça s'appelle les tournées d'auscultation. Et donc on a les tuyaux que vous voyez ici qui représentent un réseau de drainage en élévation et sur cette partie, un réseau de drainage en fondation. Alors un barrage ne doit pas être totalement étanche, tout simplement parce que l'eau va toujours chercher à passer quelque part. Et si elle passe sous le barrage et qu'elle n'a pas justement de réseau de drainage pour s'écouler à l'intérieur de celui-ci, elle risque de monter en pression sous l'ouvrage et créer des poches de pression, ce qui peut soulever l'ouvrage. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler l'évolution de cet écoulement et surtout, ce qui va alerter l'exploitant que nous sommes, c'est si un jour cet écoulement s'arrête, c'est qu'il faut qu'on se pose des questions et savoir ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène qui se passe dans l'ouvrage. L'aspect sécuritaire ne s'arrête pas qu'au barrage, elle concerne également la gestion des écoulements de l'eau. Un barrage, il a une capacité de stocker l'eau, une capacité limitée de stockage d'eau. Donc en période de montée des eaux, l'exploitant que nous sommes allons surveiller justement à l'aide d'instructions, donc de procédures, cette montée d'eau.
Et dans le cas où on passe en crue, donc nous allons devoir effectuer des actions pour pouvoir justement non seulement faire tampon avec la quantité d'eau qui arrive, mais des actions aussi pour pouvoir évacuer l'eau en aval. Donc pour illustrer un peu la crue, c'est comme si on remplit une bouteille. Une fois qu'on aura atteint le remplissage total de la bouteille, on va fermer le robinet. Nous, hydrauliciens, on ne peut pas fermer le robinet qui est dans le ciel. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est gérer les écoulements de l'eau en aval. Donc du coup, pour évacuer ces débits vers l'aval, nous allons devoir manœuvrer deux organes. Donc nous avons des vannes de fond. Donc c'est une vanne accrochée à un vérin qu'on va ouvrir pour pouvoir évacuer une certaine quantité d'eau. Ou alors nous avons un autre ouvrage qui est un clapet de surface. Donc c'est pareil, c'est un clapet que nous allons manœuvrer et qui va laisser passer de l'eau. En dehors de ces deux organes, nous avons un organe sur lequel l'homme n'intervient pas, qui s'appelle un déversoir de surface. En fait, une fois qu'on aura atteint la capacité totale du barrage, normale du barrage, qui est de 35 mètres, l'eau va s'écouler toute seule. Le déversoir est un ouvrage qui a une forme d'escalier, justement pour casser l'inertie de l'eau et pouvoir l'évacuer plus tranquillement. Conscient des perturbations qu'un tel édifice est susceptible d'apporter dans un milieu naturel de forêt primaire, EDF a dû procéder à des aménagements. L'environnement est une préoccupation majeure pour EDF Guyane et dans les missions d'exploitation, nous devons garantir la qualité de l'eau à l'aval de l'ouvrage et la biodiversité sur l'ensemble du périmètre du site. Alors, pour les questions de qualité d'eau, nous sommes dotés d'un seuil oxygénant dégazant, qu'on voit derrière moi, et qui a pour objectif de dégazer le méthane qui se trouve dans l'eau, et d'autre part de faire pénétrer l'oxygène présent dans l'air dans l'eau. Le troisième et dernier axe de l'exploitant EDF est de produire de l'électricité. C'est grâce à l'action des turbines que cette production va être possible. Nous avons 4 turbines installées sur Petit Saut de puissance 120 MW total. Ça représente la consommation de 2/3 du littoral guyanais. Et c'est au cœur du barrage que se trouvent ces 4 turbines. André Wharton nous en présente le fonctionnement. On a l'eau qui va venir de la conduite forcée, qui arrive dans l'escargot, qui fait tourner la turbine et repart à l'aval, tout en générant l'électricité en tête de machine. La production est gérée par des équipes d'EDF depuis Cayenne qui sont constamment en liaison avec les turbines. C'est elles qui gèrent l'équilibre entre la demande d'énergie et la production. Si la demande est forte, les équipes démarrent les turbines et si elle est plus faible, elles arrêtent les turbines. Ce choix dépend des besoins, mais la production hydroélectrique est tributaire de la retenue. La gestion de l'eau sur le barrage de Petit Saut se traite suivant les 2 saisons. En Guyane, on a une saison sèche et une saison humide. Donc pendant la saison humide, c'est le moment où on remplit le lac. Et pendant la saison sèche, on ne vidange pas parce qu'on ne vidange jamais complètement un barrage. Mais par contre, on diminue le niveau d'eau sur le lac par l'effet de la production d'énergie. Mais si la pluviométrie est trop faible, comme ce fut le cas en 2005, le barrage ne peut pas garantir la totalité des besoins énergétiques. Il faut donc l'associer à une autre production, telle que le thermique ou le photovoltaïque. Le barrage a profondément changé le paysage et notamment la partie immergée. Cette transformation peut être vue par certains comme une fin ou au contraire par d'autres comme la naissance d'un nouvel environnement. Avant l'arrivée du barrage, le fleuve, tous les jours, tous les week-ends, c'était des dizaines et des dizaines de pirogues qui partaient sur le fleuve pour emmener des gens, on va dire, pique-niquer. Pour le moment, aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Il y a 1 ou 2 opérateurs qui sont sur le plan d'eau, il y a un Sinamari et un Corossien, mais l'activité, on va dire, elle est moribond. En tout cas, le barrage, il est là. On ne va pas l'enlever. Tout ça, il y a des choses qui ont été faites, détruites, des animaux sont morts, d'accord, tout ce qu'on veut, la forêt aussi. Maintenant, il y a un plan d'eau et il pourrait très largement être valorisé touristiquement de plein de domaines différents, quoi. C'est ce qu'on aurait souhaité, c'est que la commune se développe un petit peu plus. Je prends un exemple. Lors du barrage, c'était à peu près 2000 ouvriers qui travaillaient sur Sinamari. Donc, EDF avait fait le choix de créer une base vie sur le site. Ça veut dire que les ouvriers mangeaient sur le site, étaient logés sur le site. Et nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est que ces constructions-là se fassent à Sinamari. Ça veut dire que même à la fin du projet, les maisons restent. Ça veut dire que vous créez des infrastructures, ça reste.
Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été, on va dire, de manière provisoire. Une fois que le barrage est parti, tout le monde est parti. Mais si on avait créé véritablement, on va dire, si on avait véritablement une vision pour dire, voilà, on a une activité qui va durer 2-3 ans, la construction ou autre, voilà ce qu'on propose à la commune en termes, on va dire, en termes d'aménagement ou autre pour lui permettre d'avoir, justement pour rattraper le tir. Ça veut dire que nous avions une activité touristique très forte sur ce fleuve. Voilà en contrepartie ce qu'on vous propose en matière de développement touristique. Il va falloir les diversifier. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le barrage est mis en place. Il n'y a pas encore d'autorisation pour les acteurs touristiques d'aller sur le plan d'eau, de faire de l'aménagement, de faire des choses qui auraient pu attirer en matière de plus-value, qui auraient amené quelque chose pour Sinnamary. Ce n'est pas encore le cas. On est devant un constat d'échec qui fait qu'on n'a pas réalisé ce qui aurait pu être agréable pour l'ensemble du territoire guyanais. Et pour les Guyanais, dans leurs vacances, dans leurs promenades, dans leurs échanges, et puis peut-être aussi dans leur partie éventuelle de la pêche, parce que dans la retenue d'eau, les poissons ont repris leur place. Les prémices d'une activité touristique semblent pourtant voir le jour sur le site même de Petit-Saut. EDF abrite dans ses locaux la Maison de la Découverte gérée par l'ADSPS, l'Association pour la découverte scientifique de Petit-Saut. On fait partie d'un projet de culture scientifique avec plusieurs partenaires, la Canopée des Sciences, le NUMLab de GDI, Manifac qui sont à Saint-Laurent. Et on est intégré donc dans un projet sur 5 ans pour valoriser la culture scientifique, technique et industrielle du site pour tout le public guyanais. On va pouvoir parler de plusieurs thématiques liées au site de Petit-Saut. On a le patrimoine industriel avec le barrage, aussi le patrimoine industriel passé. On a le patrimoine historique qui rappelle l'histoire des différents bagnes, l'exploitation aurifère, enfin beaucoup d'activités économiques qui se sont passées sur le site. Et aussi le patrimoine naturel qui est très important. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont été menées avant la construction du barrage. Il y en a aussi maintenant, avec le laboratoire Hydreco ou des équipes de recherche internationales qui sont sur le terrain. Nous sommes ici dans la salle des collections. Divers spécimens sont exposés. Nous avons par exemple un taïra naturalisé, une belle collection de crânes, de primates, de paresseux. Nous avons aussi une grande collection d'entomologie. Cette collection sert de référence pour les études scientifiques. Les espèces sont identifiées et peuvent ensuite être comparées avec d'autres espèces trouvées sur le site de Petit-Saut ou dans le monde entier. On souhaite aussi favoriser l'implantation des activités écotouristiques. La route étant en réfection, nous attendons les autorisations d'accès à la route pour pouvoir amener le public sur place. C'est encore un frein à la pratique de l'activité touristique sur la zone. Vous avez une route là, qui se dégrade, puisque personne ne veut prendre la responsabilité de la prendre sous ses bras, hein, on va dire ça comme ça, hein, parce que c'est une route qui a été créée pour l'activité. Maintenant que le barrage est en place, on ne sait pas à qui appartient cette route. C'est à la région, maintenant c'est pas la région, c'est la CTG, elle n'est pas communale, et c'est une route privée d'EDF. Donc pour pouvoir investir sur cette route-là, pour la remettre en état, c'est un sac à nœuds. Donc je pense que la CTG va mettre les moyens, on va dire, qui sont en adéquation pour permettre que cette zone-là ait une activité touristique, puisque je sais que beaucoup de Guyanais vont visiter ces lieux qui ont des lieux magnifiques. Du côté du laboratoire Hydreco, l'étude du barrage n'est plus sa mission principale. Néanmoins, des études sont toujours effectuées régulièrement. Que ce soit le phytoplancton, les invertébrés, les poissons, on continue de faire des prélèvements très régulièrement, donc en fonction des différents paramètres. C'est des prélèvements qui sont soit mensuels, soit biannuels. Donc pour tout ce qui est paramètres physico-chimiques, phytoplancton et micro-invertébrés, le zooplancton, sont des prélèvements qui sont faits tous les mois au sein de la retenue. Pour les autres paramètres, macro-invertébrés, que sont les larves de diptères, les larves de libellules notamment, ainsi que les poissons, ce sont des paramètres qui sont prélevés 2 fois par an. Une fois lors de la saison des pluies et une autre fois lors de la saison sèche. Et ces paramètres sont faits à différentes stations
de la retenue, proche du barrage, proche des entrants de la retenue, c'est-à-dire proche de la rivière dans la retenue, et au milieu de la zone lacustre. D'autres, comme les nitrates par exemple, même si des valeurs étaient très très faibles, on continue toujours de les suivre parce que c'est un élément constitutif du cycle de l'azote. Donc on a besoin de connaître les quantités de nitrates pour savoir la quantité d'azote totale qu'il y a dans les eaux, par exemple. Cécile Renoir travaille depuis le début de la mise en eau du barrage et réalise quotidiennement des mesures dans le cadre du suivi réglementaire que doit faire EDF sur la qualité de l'eau. Elle fait des prélèvements afin de connaître notamment la concentration de l'oxygène dans l'eau. Donc cet appareil est une sonde multiparamétrique qui nous permet de mesurer la concentration de l'oxygène dans l'eau, de mesurer aussi son acidité par le pH, sa conductivité et sa température. Ce sont des paramètres essentiels pour estimer la qualité d'un milieu. Au niveau de la montée des eaux, il a fallu attendre bien 2 ans avant que ça se stabilise. À l'aval, l'impact a été immédiat parce qu'immédiatement, on est passé d'une eau de rivière à une eau de fond de lac. Donc la qualité a bougé tout de suite et l'impact a été immédiat, oui, mais de courte durée. Aujourd'hui, on peut dire que tous les paramètres physico-chimiques de qualité de milieu se sont stabilisés. Depuis quelques années, il y a peu d'évolution, la qualité se maintient et les paramètres que l'on mesure sont parfaitement compatibles avec une vie aquatique normale. Un des autres axes, c'était est-ce qu'il y a, au niveau aquatique, est-ce qu'il va y avoir un boom de gaz à effet de serre ? Oui, il y a eu un boom de gaz à effet de serre dans les premières années de la retenue. Et actuellement, on est sur une production proche de 0 au niveau de la retenue. Elle va continuer à en produire, mais ça va être proche de 0. On a des suivis depuis déjà plusieurs années qui montrent que on a des valeurs qui sont infimes dans les eaux de la retenue. Quant aux animaux sauvés des eaux il y a 22 ans, le suivi sur la zone de relâché s'est arrêté depuis longtemps, mais leur étude permet aujourd'hui de faire avancer la science. C'est évident que c'est une perte considérable et ça, globalement, personne ne le conteste et nous, on ne le conteste pas. Mais en l'occurrence, dès lors que ces décisions sont prises, je pense que notre responsabilité, c'est de faire en sorte que de limiter les dégâts autant qu'on peut. Donc ça va être effectivement du sauvetage de faune. Et ensuite, après, ça va être surtout justement de faire en sorte que ces animaux qui passent entre nos mains soient, entre guillemets, avec tous les guillemets qu'il faut mettre dessus, valorisés au mieux. C'est-à-dire qu'on a accès à du matériel biologique, on a accès à de la connaissance. Ce qui reste de ce travail-là, je pense qu'effectivement, c'est assez multiple. Juste déjà se rappeler tout bêtement que l'arrêté d'interdiction de la chasse sur la zone de Petit Saut, ça a été le premier arrêté en Guyane qui a été pris pour limiter la chasse sur une partie du territoire. Donc c'est quand même pas négligeable. Et ensuite, après, il y a encore une fois cette collection biologique absolument exemplaire qu'on a pu constituer à cette époque-là. Donc avec des tissus pour étudier la génétique, pour étudier les relations entre les espèces, pour étudier les relations entre les populations, avec des prises de sang qui nous ont permis de décrire de nouveaux parasites, avec des prises de sang qui nous ont permis d'aller chercher des nouveaux virus, des nouvelles bactéries. Et c'est du matériel qui est encore hébergé dans 2 ou 3 laboratoires, en Guyane ou à Montpellier en l'occurrence, et sur lequel encore actuellement des gens travaillent. C'est du matériel qui est loin d'être épuisé, et c'est du matériel biologique dont on n'a pas fait le tour. Quant aux vestiges amérindiens, l'ensemble du matériel est entreposé au site archéologique de Cayenne. La destinée de cette collection, qui appartient à l'État, sera de rejoindre le centre de conservation et d'études qu'accueillera le musée Jean Martial. Oui, donc voilà un exemple de céramique amérindienne ancienne qui a été retrouvée donc, sur l'un des sites d'occupation de Petit Saut. Donc il s'agit d'une coupe à la forme très ouverte, vous voyez, alors c'est de la terre cuite, c'est de la céramique. Donc l'état de conservation tel que vous le voyez, c'est une céramique qui avait été juste à l'époque consolidée, donc à l'époque des expositions qui ont eu lieu en 1993 et en 1996 à l'issue donc de l'opération de Petit Saut. Alors je peux vous en montrer un autre exemplaire qui présente donc une forme consolidée un petit peu plus parlante. Voilà. Un petit
vase, donc vous voyez, toujours pareil, c'est de la céramique. Donc vous voyez les éléments de consolidation, hein, et on a comblé les lacunes, ce qu'on appelle les lacunes, c'est-à-dire les manques, les absences là, de tessons de céramique pour une présentation. Alors on les trouve dans cet état-là, sauf que vous voyez c'est en remontage, hein, donc ce que l'on trouve ce sont une succession de tessons, hein, vous voyez, on voit parfaitement là, les différents fragments, et le travail de l'archéologue consiste à l'issue de l'opération effectivement à remonter, c'est un travail de puzzle, hein, à remonter ces céramiques, donc à retrouver les bons tessons aux bonnes places, et ensuite il y a un travail du restaurateur qui vient donc, qui là ne fait pas un travail de restauration encore une fois, mais de consolidation, et qui vient donc rendre l'objet un petit peu plus parlant. Voilà. On a plus de 180 000 tessons. Parmi ces tessons, il doit y avoir une cinquantaine de pièces qui sont archéologiquement complètes, c'est-à-dire qui présentent donc la forme entière de la céramique. Le barrage de Petit-Saut a aujourd'hui 22 ans. C'est à ce jour la production énergétique qui répond le plus aux besoins du territoire. Mais pour l'association Mayoret-Guyane, la construction d'un tel édifice est avant tout l'opportunité de satisfaire aux exigences des grandes industries guyanaises, plus que de répondre aux besoins de la population. Cette politique de grands travaux est en fait ce qu'on appelle en métropole un petit peu, c'est les grands projets inutiles et imposés. C'est-à-dire c'est rarement des projets qui sont réalisés dans le but de satisfaire le citoyen, la demande citoyenne, mais souvent influencés et financés par les grands lobbies de la finance, mais aussi de l'énergie, et dans le cas de la Guyane, pour répondre effectivement à une demande de miniers, de multinationales minières qui frappent à la porte. On a l'exemple de celle qui s'installe sur la montagne d'Or, et à titre d'exemple, cette compagnie aura besoin d'ici quelques années, si elle s'installe, de l'équivalent de 20% de la consommation actuelle des Guyanais annuels sur le territoire. Les sites isolés demeurent, donc il faut déjà cela. Et après, voir autour comment faire. Parce qu'il y a des problèmes, des gros problèmes. L'électricité est l'élément moteur aujourd'hui et demain pour le développement de la Guyane. Prochainement, il va falloir peser les pour et les contre dans les orientations à prendre pour limiter notamment les gaz à effet de serre. L'avenir énergétique dépend des plans d'aménagement. Si on n'aménage pas le territoire, on n'a pas besoin d'énergie. Mais si on aménage le territoire et on lui donne un développement économique harmonieux et de grande dimension, il faut de l'énergie. Il faut avoir une usine de transformation du bois guyanais, une grande usine, ou faire du contreplaqué. Il faut trouver des arguments de développement. Si nous n'en avons pas, on se posera la question, que va-t-on faire de cette énergie-là ? De nombreuses analyses statistiques établies par la société Guyane Énergie-Climat vont permettre aux décideurs du territoire de mesurer l'impact des orientations prises en matière d'énergie. Seront mis en balance les enjeux économiques, mais également les choix en matière d'énergie produisant le moins de gaz à effet de serre. Les regards seront portés sur les énergies renouvelables que sont le photovoltaïque, produit par le solaire, la biomasse, résultant de la combustion du bois et de ses résidus, et de l'hydroélectricité, avec peut-être un nouveau barrage. La production photovoltaïque augmente et malgré notre ennuagement en saison des pluies, la Guyane bénéficie d'un relatif bon ensoleillement. On a aussi la biomasse, à condition que ce soit de la biomasse sur des déchets naturels ou des déchets d'exploitation forestière. Hors de question d'abattre des arbres sur pied pour en faire de la chair à biomasse. On a toute cette énergie disponible, potentielle, de même que des centrales au fil de l'eau. Mais un deuxième barrage, en tout cas pour la Guyane, ne me semble pas une solution optimum pour répondre aux besoins énergétiques futurs, et qu'en attendant que nous ayons des énergies renouvelables propres à disposition, je pense que la construction d'une centrale thermique hyper moderne est la meilleure solution, parce que la centrale, on peut toujours la démonter après 10, 20, 30 ans, ça c'est possible technologiquement. Mais le barrage,
c'est un ennoiement irréversible et c'est une perte irréversible d'espace de vie. Si la décision finale appartient au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Mer, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Guyane, les regards se tournent vers la centrale thermique de Dégrade des Cannes qui devra arrêter sa production dans seulement 7 ans. Il faudra donc trouver une solution, et vite. Bonsoir Monsieur Suarez dos Reis et bienvenue dans Regard de Guyane. Vous êtes le directeur d'électricité de France en Guyane depuis mai 2015, donc c'est assez récent mais néanmoins vous connaissez bien l'histoire de la Guyane. Alors tout d'abord, pourquoi le barrage de Petit Saut? Il est vrai que la Guyane ne se prête pas forcément, en tout cas le relief ne se prête pas à ce type de construction puisque nous n'avons pas de montagne, nous n'avons pas de cascade comme nos voisins brésiliens par exemple. Pourquoi un tel choix pour les besoins énergétiques de la Guyane? En fait, c'est assez simple parce que la grande hydraulique a 4 atouts majeurs. Le premier, c'est que d'abord c'est une énergie propre et renouvelable qui s'inscrit parfaitement dans le cycle naturel de l'eau, qu'elle restitue après en aval du barrage. Et à ce titre-là, la mise en service du barrage de Petit Saut a permis à la Guyane d'avoir 2 tiers d'énergie renouvelable dans son mix électrique, ce qui l'a propulsé au premier rang des régions françaises dans ce domaine. Le deuxième atout majeur de la grande hydraulique, c'est le stock d'énergie que constitue la retenue de 310 km², 1,5 milliard de mètres cubes d'eau. Donc ça, c'est de l'énergie stockée sur le territoire immédiatement disponible. Le troisième atout majeur, c'est la souplesse de cette forme d'énergie, parce qu'en fait, on peut l'appeler rapidement. Et donc, à ce titre-là, le barrage de Petit Saut joue un rôle régulateur sur le système électrique qui est très apprécié pour accompagner les fluctuations de la demande d'électricité, quel que soit le jour ou l'heure, bien entendu. Et le dernier atout, mais qui n'est pas des moindres, c'est que c'est l'hydroélectricité et la forme d'énergie la plus compétitive. Donc vous voyez 4 atouts majeurs qui font qu'à l'époque, le choix s'imposait naturellement de construire ce barrage de Petit Saut pour accompagner la croissance des besoins de la Guyane. Et notamment aussi le CSG, puisqu'à l'époque arrivait aussi cette économie sur le marché. Entre autres, le CSG parmi toute la demande d'électricité croissante du territoire. C'est en fait la première construction, je crois, en zone équatoriale, parce que ça a été un impact sans précédent pour un aménagement de la nature, ça a été un bouleversement pour la biodiversité tout entière. Donc c'était un gros challenge quand même pour EDF. Alors c'est exact. L'hydroélectricité fait partie du cœur du savoir-faire du groupe EDF. 435 sites en exploitation, 20 000 mégawatts en exploitation et certains ouvrages fonctionnent depuis plus d'un siècle maintenant. Et pour autant, ça a été le premier ouvrage construit en zone tropicale. Donc en ça, il y avait des spécificités à prendre en compte et la principale d'entre elles était sous l'aspect de l'impact environnemental. Donc on a pris à ce titre-là à la fois des engagements, mais également des outils et des dispositifs qui sont encore en place aujourd'hui et qui sont remarquables. Vous me permettrez de vous en citer 4. Le premier d'entre eux, ça a été dans le fond la création d'un comité scientifique de Petit Saut qui est constitué d'experts indépendants et de chercheurs qui se réunit 1 à 2 fois par an, et dont l'objectif est de rendre un avis sur toutes les questions environnementales liées à Petit Saut. De ce point de vue-là, il a son propre programme de recherche scientifique qui se poursuit d'année en année. C'est un dispositif unique. La deuxième mesure, ça a été la mise en place dès l'origine d'un laboratoire en hydrobiologie et en hydrochimie, laboratoire qui est aujourd'hui Hydreco, et qui a produit des milliers d'études depuis l'origine. Donc là encore, c'est sans précédent. Le troisième dispositif particulier que vous me permettrez de citer, ça a été la réalisation d'un seuil oxygénant en aval de l'ouvrage qui permet en fait de garantir un niveau d'oxygène dans l'eau totalement compatible avec la vie aquatique en aval de l'ouvrage et qui de ce point de vue-là constituait une première mondiale. Et le dernier point que je me permettrai de vous citer, c'est un programme, le programme Faune Sauvage, qui a été mis en place et dont la vocation a été de récupérer pas loin de 5000 animaux qui avaient été mis en difficulté à l'occasion de la montée des eaux dans la retenue, et qui ont permis aux chercheurs d'y compris identifier des espèces qui jusqu'à présent n'avaient pas été répertoriées. Alors ce programme était tellement remarquable qu'il a été du reste salué par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc voilà, c'est encore un dispositif très appréciable. Alors,
EDF est d'une manière générale très soucieuse de l'environnement et puis de l'impact, de la maîtrise de ses activités sur l'environnement. Et de ce point de vue-là, ce qui a été fait à l'époque à Petit-Saut et qui continue aujourd'hui dans une large mesure, l'illustre assez bien. Hydreco continue toujours effectivement ses études. Oui. Aujourd'hui, vous en êtes où globalement, et notamment sur ce point assez précis et important, parce que c'est souvent ce qui soulève beaucoup la polémique, les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on en est où exactement? Nous avons mis en place dès l'origine un programme de suivi en continu des gaz à effet de serre, ce qui est un effort sans précédent dans le monde. Donc ça, c'est un point remarquable. Inutile de le préciser, mais je le dis quand même, c'est un programme de recherche indépendant d'EDF. Le deuxième aspect, c'est que les émissions de gaz à effet de serre diminuent d'année en année après l'exploitation de l'ouvrage. Alors, le bilan des études a été produit à l'occasion des 20 ans de Petit-Saut et illustre parfaitement le tassement et la diminution régulière des gaz à effet de serre. La projection avait été faite il y a déjà donc 20 ans, justement de cette courbe que l'on voit dans le documentaire, où on voit qu'au départ, il y a un boom effectivement de gaz à effet de serre, puis ensuite, ça se stabilise, mais on arrive quand même à une stabilisation au bout de 70 ans. Ça, c'est une projection. Est-ce que pour autant, on a une garantie qu'on continue à être dans cette phase intéressante d'énergie plus propre, on va dire? Oui, je crois que de ce point de vue-là, les conclusions des scientifiques sont relativement claires. Nous sommes sur une dynamique qui est une dynamique favorable, baissière, continue, jusqu'à une forme de plateau. Et donc, on peut être parfaitement rassuré sur les années d'exploitation qui sont devant nous. Et il y en reste encore beaucoup. Je le rappelle, l'ouvrage en est à son adolescence. On a encore des populations qui sont relativement isolées. Et il est vrai que les yeux maintenant se tournent vers la centrale des Grades-des-Cannes qui va s'arrêter, je crois, en 2023, si vous me confirmez bien. Donc on a dans 7 ans, c'est quand même très court. Donc trop court pour un nouveau barrage, même s'il en a été question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Alors, sur la question spécifique du second barrage, c'est une question qui relève de la compétence de l'État et de la collectivité territoriale de Guyane. Et du reste, la question est instruite dans le cadre du processus en cours de programmation pluriannuelle de l'énergie. Sur ce point-là, sur ce plan-là, ce qui a été aujourd'hui décidé ou en tout cas proposé dans cette première PPE de la Guyane, c'est d'engager très rapidement une étude de potentiel d'hydroélectricité sur les fleuves de la Mana et de la Proag. Donc c'est un préalable indispensable pour aller plus loin sur cette question. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est une décision qui est extrêmement importante et engageante, très structurante, et que cette décision doit être prise à l'aune de plusieurs considérations. La première d'entre elles, c'est évidemment les besoins énergétiques de la Guyane, mais également les impacts environnementaux, les impacts sociaux, et puis le bilan économique global de cette opération. Donc notre rôle, c'est d'apporter tout notre savoir-faire et notre expérience aux décideurs et à la collectivité locale sur l'instruction de cette question-là, qui est une question d'avenir. Oui, d'autant qu'on a des populations aussi, il y a des réserves naturelles. On est dans une autre configuration, que ce soit sur la Proag ou la Mana, que nous l'étions sur Petit-Saut. Absolument. Après, en termes de délai, je vous entendais parler tout à l'heure des délais concernant donc la 2023. Un ouvrage de grande hydraulique met entre 10 et 15 ans à peu près pour aboutir. Donc vous voyez, nous sommes sur un sujet important, stratégique, mais plutôt de moyen terme. Oui, tout à fait. Voilà. Peut-être barrage au fil de l'eau, des choses qui seraient peut-être plus... Ça, c'est du plus court terme, bien entendu, mais un grand barrage, c'est plutôt du moyen terme. Et la question, dans le fond, de la décision de la collectivité territoriale de Guyane et de l'État sur cette question-là est centrale parce que c'est un sujet qui engage toutes les parties prenantes du territoire. Oui, en tout cas, vous aurez l'occasion d'en reparler, bien entendu, dans le futur. Et comment peut-on aujourd'hui compenser pour ces futurs besoins énergétiques, en plus du barrage, parce qu'on voit qu'il y a eu aussi des problèmes comme en 2005 de sécheresse, où il faut bien évidemment compenser avec le barrage, avec une autre, ou la centrale thermique ou photovoltaïque. Vous avez un réseau photovoltaïque derrière la centrale des Grades-des-Cannes, enfin il y a un réseau photovoltaïque. Comment on pourra imaginer de compléter justement le barrage de Petit-Saut si on vient avoir des soucis pluviométriques comme visiblement l'annoncent les scientifiques? Alors votre question est très importante, elle est même stratégique pour l'avenir énergétique de la Guyane et c'est du reste cette question qui est au cœur des discussions de la PPE. Donc vous me permettrez d'abord de rappeler qu'elle relève essentiellement de la compétence de l'État et de la collectivité territoriale de Guyane. Donc je m'exprime qu'en qualité de gestionnaire du système électrique. Pour dire plusieurs choses. D'abord que le paysage électrique ou énergétique de demain qui va être dessiné par l'État et la collectivité territoriale de Guyane va s'appuyer sur tous les atouts dont dispose le territoire
et des différentes formes d'énergie, à la fois leurs atouts mais également leurs limites. Donc parce qu'elles ont des apports mais elles ont leurs limites. Vous soulignez tout à l'heure notamment la question de l'aléa hydraulique en ce qui concerne la grande hydraulique. Donc il n'y a pas de réponse unique à la question énergétique qui se pose, pas plus en Guyane qu'ailleurs. La réponse se trouve dans un bouquet énergétique complémentaire qui tient justement compte de ce qu'apportent les différentes formes d'énergie et de ce qu'elles n'ont pas, qui peut être compensé par d'autres. Alors, en qualité de gestionnaire du système électrique, ce que nous disons, et nous sommes d'autant plus à l'aise pour le dire que nous exploitons toutes les formes d'énergie, que ce soit en Guyane ou sur d'autres territoires, c'est qu'il faut être vigilant sur ces complémentarités et notamment s'assurer que la sécurité d'approvisionnement de la Guyane est garantie en toutes circonstances et à chaque instant. Donc il n'y a pas de réponse unique, il y a plutôt des complémentarités énergétiques à trouver. Merci, Monsieur Suarez dos Reis, d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et un documentaire consacré aux peuples amérindiens. À travers leurs propres témoignages, vous découvrirez toutes les problématiques qu'ils rencontrent depuis des années et qui amènent aujourd'hui les jeunes à des gestes extrêmes. Si vous souhaitez voir ou revoir ce plateau et cette émission sur le barrage de Petit-Saut, rendez-vous sur le Facebook d'ATV Guyane ou sur le site internet de la chaîne atv.gf. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur ATV Guyane et à la semaine prochaine.